Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue à Surmonter son passé, votre nouveau podcast. Aujourd'hui, notre invitée est Louella. Louella est une dame magnifique qui a beaucoup de connaissances et de sagesse. Elle est conseillère en carrière. Elle accompagne beaucoup de femmes surtout qui se posent des questions sur leur épanouissement de carrière. Mais elle est plus que ça, elle est une multipotentielle, comme elle se décrit elle-même, une maman, une épouse. Donc, je suis très honorée de t'avoir sur le podcast Louella. Bienvenue. Bonjour Myriam, comment tu vas? Je vais bien, et toi-même? Ça va très bien, merci de m'avoir invitée. Le plaisir est le mien. Alors, comment tu te présenterais avec tes mots? Disons, je dirais que je suis une jeune dame. Je suis une mère et je suis une épouse et je suis originaire du Bénin et je suis installée depuis quelques années au Canada avec ma petite famille. Je suis une passionnée de l'humain, donc des relations humaines et tout ce qui peut y avoir autour. Et j'adore la lecture et j'écris beaucoup. D'ailleurs, je suis nouvelliste aussi. Donc, en bref, c'est ce que je peux dire en attendant. Ah, waouh, je savais pas que tu écrivais. J'adore quand j'entends quelqu'un me dit j'écris, je dis ah bon? Ouais, Oui. Donc, ah oui, tu dis que tu es nouvellement installée au Bénin, au Canada. Donc, tu as Non, depuis passé. quelques années quand même. Ça fait plus de Mhm. 7 ans qu'on est ici. Ah, d'accord. Et Ouais. avant, tu étais au Bénin, Oui, tu j'étais as au grandi. Bénin. Oui, Mhm. je suis née, j'ai grandi au Bénin. J'ai fait une bonne partie de tout mon cursus scolaire au Bénin. J'ai travaillé une bonne dizaine d'années quand même au Bénin avant de partir. Donc, il faut dire que je maîtrise assez bien l'environnement ouest africain, surtout professionnel et académique. Et maintenant, je suis de l'autre côté. Ça me permet de faire le pont et de voir comment les choses se passent de part et d'autre et d'avoir aussi un certain passif aussi. Ouais. Mhm. Je sais que comment tu es arrivée à ce métier de conseillère carrière? En fait, je dirais que j'ai toujours été une personne vers qui on se retourne depuis que j'étais enfant pour demander conseil. Je me souviens que mon père m'a dit une fois que c'est pas parce qu'il est mon père qu'il est plus sage que moi, que je peux avoir plus de connaissances que lui, parce que je me demandais pourquoi spontanément j'étais un peu comme un pôle de référence et que mes conseils y touchaient de façon spontanée. Après, j'ai eu de l'expérience professionnelle. J'ai eu la chance quand même très tôt d'avoir des responsabilités professionnelles et de coacher, de diriger des équipes, de travailler beaucoup sur la performance des équipes. Donc, de jouer vraiment sur le terrain professionnel. Et ce qui faisait que, comme j'étais un peu comme une coach, très souvent les gens revenaient vers moi quand ils avaient des divers problèmes, mais que ce soit professionnel ou personnel. Et j'avais remarqué qu'au fil du temps, quand les gens avaient des soucis professionnels, j'arrivais à leur porter des solutions et ça revenait toujours. Je me suis dit, si je fais profiter quelques-uns, pourquoi ne pas en faire profiter la masse? Donc, j'ai repris des études quand je suis venue ici parce que j'avais déjà des compétences, mais j'avais besoin de les légitimer pour pouvoir dire de façon professionnelle et légale que je pouvais exercer ce métier-là. Donc, j'ai été faire une maîtrise en développement des personnes et des organisations ici à l'Université Laval, qui m'a encore plus outillée, en plus de mon expérience, à pouvoir développer certains outils pour accompagner les gens. Mhm. Euh, donc, ton expérience, tu as travaillé dans quel domaine En je sais fait, que je suis ce que moi, je m'appelle moi-même une nomade professionnelle. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur mon podcast qui va vraiment être centré sur l'orientation académique et la gestion de carrière. Parce que moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai pas choisi. Et j'ai l'impression que ce que j'ai choisi au départ, j'y suis pas allée directement et c'est au fil des expériences, des circonstances que je suis en train de revenir vers le chemin que j'avais envisagé au départ. Moi, j'ai commencé ma carrière, au départ, je suis un vrai produit de marketing, même quand je ne le dis pas. Je suis diplômée, mes premiers diplômes, c'est en marketing en action commerciale. Et quand j'ai fini mon diplôme en 2002,
quelques semaines après, je cherchais même pas d'emploi quand un ami qui lui avait déjà trouvé un poste d'assistant commercial a eu une réponse positive pour aller à l'université à l'extérieur. Donc, le patron voulait qu'il cherche quelqu'un pour le remplacer. Donc, c'est comme ça qu'il m'a contacté. Il m'a dit, ah, il faut que tu me envoies ton CV. Non, non, non. J'étais pas, ok, c'est pas grave, quoi, ça marche, c'est bon, ça marche pas. Et puis, le lendemain, j'ai été appelée et au bout de 10 minutes, j'ai commencé. Donc, j'ai commencé ma carrière comme ça en tant qu'assistante commerciale chez Mercedes-Benz au Bénin. Donc, c'est là-bas, je suis restée un an et demi. Après, j'ai eu mon bébé. Et parce que j'avais du mal à garder le bébé, elle était un peu malade, j'ai démissionné. Et ça m'a donné l'opportunité d'aller étudier encore pour faire toujours en marketing, pour avoir un diplôme un peu plus poussé en second cycle. Et c'était dans cette période-là que je cherchais de l'emploi un peu partout. Et puis, j'avais vu qu'il y avait un centre d'appel qui ouvrait offshore qui ouvrait, c'est-à-dire qu'on devait vendre les produits français, mais délocalisés au Bénin. Donc, j'ai postulé vraiment en m'amusant. J'ai envoyé ça comme ça, et puis j'ai même pas fait de lettre, j'ai vu dans le mail, et puis j'ai répondu, et puis j'ai envoyé. Et puis quelques mois plus tard, j'ai été contactée. C'est là que je vais dire que je conseille vraiment ma carrière. Au départ, je devais être une conseillère clientèle, mais j'avais pas les aptitudes pour vendre. Quoique je suis un produit de marketing, moi je suis beaucoup plus stratégie, positionnement, etc. Mais la vente c'était pas ma chose. Mais ce qui a été formidable, c'est que mon boss à l'époque, il avait vu d'autres potentialités en moi. Il avait vu que j'avais beaucoup de charisme et de leadership. Et dès qu'il a eu l'occasion il voulait un manager, il m'a promu. Donc, je n'étais pas une bonne vendeuse, mais il avait lu d'autres choses en moi et c'est là que ma carrière vraiment a commencé. J'ai été manager, coach, superviseur. Après, j'ai été responsable qualité. J'ai écrit des procédures. Après, j'ai fait beaucoup de recrutement et de la formation. Et je dirais, j'ai fini avec la formation chez lui. J'ai fait à peu près 10 ans avec lui avant de partir du Bénin. Et c'est à ce dernier poste que je me suis vraiment épanouie. Parce que je savais que j'avais en moi déjà ces compétences pour transmettre les informations, pour pouvoir former les gens et les accompagner. Donc là, j'ai vraiment aimé, j'ai explosé. Et je dirais que c'est pas pour rien parce que je suis la fille de deux enseignants aussi. Donc je pense que je porte des gemmes en moi. D'accord, ça Ouais. c'est bien dit. Ça va enchaîner bien sur ma prochaine question. Oui. J'allais te demander comment tu as grandi, dans quel contexte familial et tout. Comment était ton enfance, Luella? Comment ta Enfin, personnalité? Mhm. ouais, je dirais que je suis tellement reconnaissante pour mes parents parce que c'est eux qui ont fait la personne que je suis devenue aujourd'hui. Très souvent, quand je me présente aux gens, les gens, comment est-ce que tu vas avoir autant de connaissances? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais pas que j'ai eu une enfance. La première partie était quand même heureuse. Euh, c'est des parents très avant-gardistes. C'est des gens qui sont très portés sur la connaissance, qui nous ont beaucoup encouragés à nous cultiver. Nous, notre famille, c'est la famille culture, quoi. C'est-à-dire que depuis que moi j'étais petite, à 20 heures, il fallait que tout le monde regarde le journal ensemble. Il fallait qu'on critique après ce qui s'est passé dans le monde. Je me rappelle qu'on avait suivi la guerre du Golfe chaque jour, le nombre de morts, etc. Comment ça se passait sur le terrain en Irak, etc. Donc, on a vraiment eu un environnement qui nous a soutenus à la connaissance et à développer notre culture, notre côté curieux, etc. Et ça, c'est la première partie. Après, mes parents ont divorcé et ça a été une séparation très, très difficile. Et je pense que Et c'est tu ça avais qui a... quel âge? je devais avoir dans les 12, 13 ans. Mais ça a été une séparation longue et difficile parce que beaucoup de gens s'en ont mêlés. En Afrique, les gens, il faut dire que la génération de mes parents, quand même, ils ont déjà 70 ans et plus. C'est pas des gens qui divorçaient comme ça. Ma mère elle était autonome financièrement. Elle avait à peu près le même salaire que mon père. Donc, elle n'acceptait pas certaines humiliations, certaines situations, etc. Elle voulait partir, mais l'environnement disait, il faut pas que tu partes, que tu penses à ses enfants. Donc, c'était un peu très complexe. Et c'est pendant ce moment que je pense que je me suis le plus révélée à moi-même. Dans quel sens? Dans quel sens? Tu as des frères et sœurs? J'ai joué un rôle très important
je jouais un peu à la médiatrice entre les deux. Et avec du recul, hein, parce que moi, j'ai découvert que je suis hypersensible il n'y a pas longtemps, j'ai compris que c'était tous ces caractères d'hypersensibilité qui m'ont propulsé au centre de ce divorce-là et j'avais déjà des aptitudes d'enfant hypersensible qui permettaient que j'étais obligée de faire la conciliation entre les deux, de travailler sur la médiation, etc. Et ça m'a tellement forgé que dans ma tête, quand je me suis dit qu'est-ce que je vais devenir, je me disais il faut que je sois diplomate parce que j'avais une aptitude terrible à gérer le conflit et à balancer les deux parties et à pouvoir être neutre dans les jugements et à trancher en faveur, pas en faveur d'une partie, mais à trouver le juste milieu entre les deux parties. Et pour une adolescente de 14-15 ans, c'était lourd à porter. C'était l'âge normalement où je devais avoir des amourettes, je devais me concentrer sur les garçons, sortir avec des amis, mais j'ai porté le poids de ce divorce en moi et ça a façonné tout le reste de ma vie. Oui, oui. C'est ce que j'allais dire, que c'est vrai que justement, quand on est hypersensible, on a vraiment l'empathie, beaucoup d'empathie. Donc, on Exactement. comprend les deux parents. On ne dit pas à l'un ce que l'autre a dit, mais c'est très lourd pour une jeune adolescente qui Très, commence sa très. vie. C'est Exactement. l'heure de rencontrer les amis, se découvrir en fait. C'est là où on se découvre. En plus, tu sais que dans l'environnement africain, moi, par exemple, je vivais ça, mais je devais aller à l'école et n'en parler à personne. J'avais des amis qui venaient à la maison, mais qui savaient pas qu'on avait cette tension. Et je devais aussi briller, c'est-à-dire que moi, j'étais toujours parmi les trois meilleurs à l'école. Il fallait pas que mes notes descendent parce que j'avais l'impression que chaque parent se satisfaisait du fait que si les enfants réussissaient, comme le mariage était comme un échec, au moins le fait que les enfants réussissent à l'école, c'était comme s'ils n'avaient pas échoué eux-mêmes dans leur vie d'adultes et dans leur vie de parents. Donc, quoi qu'il y avait ce climat toxique, très difficile à la maison, où parfois toute une nuit, les parents se disputent et tu ne dors pas, tu pleures, et c'est la veille d'un examen quand même, tu dois quand même arriver à l'école, tenir le moral haut, te rappeler de tout ce que tu as appris, rendre parce que tu te dis, tu n'as pas le droit que tes notes baissent parce qu'il ne faut pas ajouter un problème en plus à l'un des deux parents parce qu'il y en avait déjà trop. Et je me souviens aussi de mon amie, celle que j'appelais, bon, disons ma plus vieille amie d'enfance, ça fait plus de 30 ans d'amitié, que ma mère est partie hein, 1 an, 2 ans avant, elle ne savait pas pourquoi qu'elle venait tous les jours à la maison. Et le jour, elle a su 2 ans après, elle m'a dit, tu m'as pas dit ça. Tu m'as jamais dit ça. Et puis, j'ai vu tellement de déceptions en elle. Comment tu peux vivre? Euh, mais moi, en fait, en tant qu'hypersensible, je savais que elle était dans les garçons, les amourettes. Elle pouvait pas comprendre ce que je vivais. Non, 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 elle pouvait pas. Elle pouvait pas imaginer. Imaginez. Elle pouvait pas La imaginer. Et preuve, tu elle est venue. aussi pour lui dire, Exact, pour le dire. La preuve, elle est venue plusieurs fois à la maison, elle n'a pas vu ma mère, mais elle n'a même pas réalisé qu'elle n'était plus là. Parce qu'elle était dans un autre monde. Et moi, je ne voulais pas briser son monde pour projeter ma misère, mes difficultés dans son monde à elle. Donc, je l'ai préservée, mais c'est vrai que ça a été un choc pour elle. Mais elle s'est dit, comment as-tu pu tenir tout ce temps, rire avec moi, supporter mes petits problèmes de garçon, alors que tu vivais presque un drame chez toi à la maison? mm, ça ramène, en t'écoutant, je pense à l'authenticité. Parce que tout d'un coup, l'autre personne pense qu'on n'est pas authentique. C'est qu'on n'arrive pas, on n'a pas les mots, on ne sait pas comment gérer. Et du coup, l'autre se dit, mais je pensais que je la connais, mais je la connais pas, en fait, cette Exactement. personne. Et puis on se dit, mais elle est fausse, elle est une autre. Mais c'est juste que c'est des choses c'est tellement plus gros que toi. C'est pas, tu n'as pas les outils pour gérer ce genre de choses. C'est Oui, juste et ça. en même temps, parce que tu es hypersensible, tu veux préserver l'autre aussi. Tu te dis, je n'ai pas le droit de faire déborder ma misère, de t'entacher sa joie à elle, sa jeunesse à elle, avec mes problèmes. Parce que mes problèmes m'appartiennent, je n'ai qu'à les gérer et tout. Et même parfois, parce qu'elle n'est pas hypersensible comme toi, elle n'a pas les prédispositions pour comprendre. Alors que si c'était toi, tu allais vite remarquer que quelque chose n'allait pas chez elle et tu allais peut-être ouvrir le débat et elle allait te donner l'opportunité d'en parler. Mais l'autre ne voyait rien. Quoique j'étais malheureuse parfois, elle ne le voyait pas. Donc, si quelqu'un ne voit pas que tu es malheureuse,
euh, tu ne peux pas lui expliquer ce que tu vis réellement. Donc voilà. Mhm. Et aussi, euh, les autres ne voient pas parce que peut-être on devient aussi expert à masquer. Comme, Exactement. comme tu dis, là, les parents qui se disputent et tu vas à l'école, tu dois quand même réussir, tu dois quand même arriver comme si de rien n'était. On Exactement. devient tellement expert à ça que Oui. les autres n'arrivent pas à voir qu'on ne va pas bien. Mais C'est... je pense que, puisque tu viens d'en parler maintenant, toute ma vie, c'est comme ça. En fait, moi, j'ai une vie intérieure, mais à l'extérieur, les gens ont toujours pensé que c'est la fille brillante, elle réussit toute sa carrière, elle a un très beau mariage, elle a des enfants. Tout est parfait de l'extérieur parce que très tôt, j'ai appris que je dois préserver mon intérieur. Et les personnes qui ont toujours même été avec moi pensent que j'aime pas me livrer, que j'aime pas mais c'est parce que j'ai appris longtemps à gérer, à faire vraiment le distinguo entre ma vie publique et ma vie privée, parce que ça a toujours été ainsi. Donc, Mhm. voilà. Oui, non, c'est quelque chose que j'ai fait aussi. Et je me dis, parce que là, tu l'expliques tellement bien, ça montre aussi le travail, le parcours. Exact. Euh, comment tu t'es découverte comme ça? Comment tu as compris tout ça et l'impact? Parce que tu as dit que ça a beaucoup impacté ta vie. Oui. Tu as dit, le divorce de mes parents a impacté le reste de ma vie. Comment ça s'est déroulé tout ça? Or, en fait, je pense que euh, quand tu vis des situations comme ça, tu vois, tu as toujours eu tes parents que tu as idéalisés. Et je- sincèrement, c'est vrai que ça a été une période très difficile, mais je suis le genre d'enfant que les parents ont fait. C'est-à-dire que j'ai senti beaucoup d'amour autour de moi. Quand j'étais jeune, je me rappelle que mes frères disaient que j'étais la préférée des deux parents. Mon père il est fond de moi, je suis comme la petite chouchou de mon père. Ma mère, je suis un peu son point central aussi parmi les enfants. Donc moi, j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai eu beaucoup d'attention de la part de mes parents. Et mon père, c'était le modèle d'homme que je dis, ah, il est bel homme, il est grand, il est noir, il a la voix douce, la voix grave, jamais de violence, il est posé, c'est le monsieur que tout le monde admire en société, en famille, il a beaucoup de charisme. Tu vois, tu vois que c'est le genre d'homme que tu vas avoir. Puis, la chance aussi que j'ai, c'est vrai qu'ils sont divorcés, mais j'ai vu un homme qui donnait beaucoup de pouvoir à sa femme et qui a toujours propulsé son épouse, mais une femme qui est un peu en retrait aussi. Je me rappelle que mon père, une fois, il a dit à ma mère, ah, toi, tu sors jamais, va chanter dans la chorale, fais comme tes copines, rentre dans des associations. Donc, je suis une enfant quand même, j'ai déjà la quarantaine. Donc, dans ce temps-là, tu vois déjà un couple intellectuel fonctionnel, mais que le monsieur ne veut pas embrigader la femme forcément, et il respecte sa liberté d'entreprendre, sa liberté d'association, etc. Donc, moi, j'ai toujours vu que le mariage, c'était comme ça. À part la partie où ça n'a pas marché, je sais pourquoi ça n'a pas marché. Et que c'est pas des éléments externes que ça n'a pas marché. Donc, je me dis, ça pouvait marcher si on avait fait attention à certaines choses. Mais il y avait une partie où je me dis, un couple quand même peut être heureux et qu'un homme, normalement, c'est un homme qui doit soutenir sa femme, qui doit l'aider à briller. En fait, lui, il voulait que ma mère brille. Mais ma mère, c'est quelqu'un peut-être qui aime rester en retrait aussi. Donc ça m'a quand même marqué comme modèle. Et je me souviens que moi, je me suis mariée très tôt. Et quand j'ai été voir mes tantes pour leur dire, il y a quelqu'un qui va venir se présenter, il veut vous rencontrer avec sa famille. Je me rappelle que ma grande-tante, et c'est quelque chose qui m'a marqué, je ne vais jamais oublier. Elle m'a dit, malgré le divorce de tes parents, tu comptes te marier tôt? Parce que c'est une femme très intellectuelle aussi, elle est professeure et puis elle a beaucoup fait l'extérieur parce que son mari est ambassadeur. Et puis elle connaît tout ce qui est psychologie, impact psychologique sur le ton. Peut-être que c'est les gens qui s'attendaient à ce que le fait que on a vécu des situations difficiles suite au divorce des parents, que on soit repoussé par l'idée du mariage et que on ne s'engage pas rapidement. D'accord? Mais moi, en fait, avec du recul, je pense que c'est quelque chose peut-être que j'ai fait pour me prouver à moi-même que c'est possible que l'on se marie et que l'on réussisse un mariage. Et je dis avec du recul parce que
quand je regarde comment est-ce que ma vie de mariage s'est passée, je pense que j'ai accepté, j'ai essayé, j'ai testé beaucoup de choses en me disant, j'ai pas le droit à l'échec. Je veux pas arriver à cette situation finale auquel mes parents sont arrivés parce que je pense fondamentalement que quand deux personnes se mettent ensemble, c'est possible quand même que ça marche, qu'il faut faire des compromis, qu'il faut discuter, il faut aller au bout, il faut tenter, il faut tenter, il faut pas se laisser aussi avoir. Tout aussi peut-être le fait que je protège aussi beaucoup ma vie personnelle parce que je pense que mes parents se sont fait avoir par des avis externes en fait. Oui, oui. En fait, j'entends deux choses parce que pour tes études, tu disais j'ai pas le droit à l'échec. Et pour ton mariage aussi, tu t'es dit j'ai pas droit à l'échec. Mais c'est comme si entre-temps aussi tu as corrigé le tir parce que comme tu étais justement au milieu des problèmes de tes parents, c'est comme si tu as vu ce qui n'a pas marché. Donc Exactement. tu as ce côté modèle où tu as vu ce qui a marché et tout avec l'exemple du papa. J'adore entendre ça parce que je n'ai pas eu de papa dans ma vie. Et de savoir qu'une femme africaine a eu un papa qui avait, tu vois, qui a laissé qui laisse un bel impact comme ça me fait très plaisir, ça me met en joie. Euh, mais tu as changé les choses. Comme tu dis, tu as testé plusieurs choses. Ça demande beaucoup d'humilité. Ça demande aussi euh, maintenant le mot vient en anglais, de prendre conscience Oui, de qui on est, le rôle qu'on joue dans le couple, ce qu'on amène aussi comme, bon, je dirais pas toxicité, mais ce qu'on amène comme bagage dans le couple et oui, de travailler sur soi et exactement. de faire des compromis. C'est très beau ce que tu dis parce que ça, c'est vraiment un message qui doit passer, n'est-ce pas? Parce que chacun arrive dans un couple avec ses bagages. Ouais. Et les miens, ils étaient lourds. Ils étaient lourds parce que j'avais beaucoup d'attentes déjà que j'idéalisais mon père en tant que, pas en tant que père, mais en tant qu'époux. Parce que moi, en fait, je dissocie les rôles, hein. Moi, je pense que mon père, il a été un très bon époux, mieux qu'un père, en fait. Moi, à mon avis personnel. Donc, euh, je, donc déjà, je trouvais que c'est vrai qu'à un moment donné, ça n'a pas marché. Mais si je prends ce qui a marché, quand même, c'est un bon époux. Donc, quand tu attends ça, tu te dis, OK, je veux un époux peut-être comme mon père. Et encore un époux mieux que mon père. Donc, tu as beaucoup d'attentes par rapport à l'autre. Et ça peut rendre toxique la relation parce que si l'autre n'est pas conforme à ce que ton père est, déjà il y a un problème d'éducation, d'origine, il y a un problème de milieu, d'environnement, de connaissances, update aussi parce que mon père c'est une certaine génération, mon conjoint c'est une autre génération. Donc il faudrait après que, comme tu le dis, avoir beaucoup d'humilité pour te dire, est-ce que c'est pas moi qui en entends trop de l'autre? Est-ce que l'autre, parce que quand c'est comme ça, là, quels que soient les efforts que l'autre fait, là, tu vois pas. Non, tu vois pas. Oui. Ça suffit jamais parce que Ouais, parce que toi, tu tu as as un un modèle en océan. tête, exactement. Et que c'est ce modèle que tu penses que c'est le meilleur. Peut-être que c'est pas le meilleur. Comme je dis, mon père, peut-être en son temps, c'était un bon modèle parce que c'était les années, voilà, quoi. Et qu'il était différent des autres. Mais ça ne veut pas dire que dans l'année 2000, son modèle de père était le bon modèle ou bien son modèle d'époux était le bon modèle aussi. Donc, peut-être me ramener à ma condition, à mon temps aussi, à la personnalité de la personne que j'ai avec moi et à regarder maintenant pour dire qu'est-ce que lui m'offre de bon. Est-ce que c'est pas mieux que je me focalise là-dessus et que je me dissocie de l'image que j'ai de mon père pour comprendre que lui, c'est pas mon père et que maintenant, c'est mon époux et que voilà ce qu'il m'offre de positif et de le prendre avec ça. Mais c'est beaucoup de cheminement, beaucoup de douleur, beaucoup de déception et reconnaître aussi qu'on a eu tort beaucoup, plusieurs fois, qu'on s'est fourvoyé sur certaines choses. Voilà. Donc, travailler beaucoup sur soi aussi et puis, voilà. Vraiment bravo parce que ça, oui, passer de cet idéal-là à la réalité, Exactement. c'est pas facile, n'est-ce Hein? pas? Parce que même si j'ai pas eu de père, j'avais comme un standard un peu Exactement. factice, fabriqué dans ma tête, n'est-ce Peut-être, pas? Et oui. c'est vrai, c'est le même cheminement de passer de ça à la réalité de la personne qu'on a en face de soi. Exactement. Parce Oui. qu'on ne vit pas on vit sa vie, il y a une expression, je crois qu'on ne vit pas sa vie rêvée, n'est-ce pas? La vie se Oui. passe là. Oui. Et Oui. c'est pas dans mon rêve ce que j'ai idéalisé, non.
c'est ce qui se passe maintenant. Alors, est-ce que ça marche pour moi? Qu'est-ce que j'apporte comme toxicité dans la relation Exactement. par mon propre vécu, n'est-ce pas? Oui, oui. Il faut beaucoup de courage pour accepter ça et de faire le cheminement. Mais je pense que le courage vient du fait qu'on ne veut pas échouer. Oui, Quand tu ne oui, veux oui. pas échouer, tu trouves toujours les forces pour pouvoir triompher Mhm. ou mieux arriver à là où est-ce que tu as envie d'aller. Oui, et tu vois aussi, il y a aussi l'essentiel. Par exemple, dans mon cas, si je vois mon conjoint, je vois aussi le genre de père qu'il est. Je dis, ah, waouh. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, c'est pas seulement moi. Donc, on se retrouve, on se dit, OK, je dois quand même questionner qui je suis. Je peux pas seulement Exactement, être là. exactement, Oui, oui. exactement. Tu sais, moi, en fait, dès que je suis sortie du schéma que j'ai mis, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Attendez, le monsieur, comme j'ai dit, mon père, peut-être il est un bon mari, mais il n'est pas aussi un si bon père, parce que je dis, s'il était un très bon père, peut-être il allait garder l'harmonie familiale pour les enfants. Mais moi, je regarde mon conjoint, c'est un père exceptionnel. C'est un père, comme je dis, je fais le distinguo entre la personne qui est homme ou femme, la personne qui est époux ou mère, ou épouse, et la personne qui est père ou mère, qui fait trois personnalités en une. Donc, très souvent, les gens se focalisent sur une seule personnalité, mais ils ne regardent pas les autres personnalités. Moi, je me suis rendu compte que c'est quand même quelqu'un qui est un super bon père, et surtout, c'est un père prévoyant, et c'est aussi quelqu'un qui œuvre toujours pour sa famille, pour l'avenir de sa famille, le confort de sa famille. Je me suis dit, est-ce que ça ne vaut pas, ça ne vaut pas les efforts que ton père a fait en son temps? Quand même, ça vaut beaucoup plus. Après, tu reviens à ta propre réalité, les contraintes actuelles, les emplois, le système économique. Il y a tellement de choses, comme tu dis, qui rentrent en ligne de compte que tu peux plus t'arrêter à un schéma préfabriqué dans ta tête pour dire c'est ce que tu attends de quelqu'un, en fait. Mhm. Ouais, je suis tout à fait d'accord, vraiment. Euh, Là, comme ça, juste en t'écoutant, je me dis quand même tes parents étaient très avant-gardistes. Oui, J'ai écouté une conversation de toi l'autre jour et hier même, et tu parlais du patriarcat oui. et comment le patriarcat comment tu as dit ça? Est-ce que nous a Fourvoyer. trahis, Nous a- fourvoyé et les hommes et les femmes, parce qu'on parle Exact. toujours des femmes, tu as parlé, j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler de ça? Oui, mais en amont, tu sais, je travaille beaucoup sur la féminité sacrée. En fait, j'y suis arrivée là, c'est parce que, en fait, je cherche la personne que je suis. Et c'est un travail personnel, des recherches personnelles que je fais depuis des années, quelques formations, beaucoup de lectures. Et puis, je me suis dit à un moment donné, il faut que je le partage. Donc, avant de venir au patriarcat, peut-être il faut que j'explique certaines choses. Euh, tout ce qu'on vient de dire là par rapport à mon environnement familial, comment j'ai grandi, l'impact que ça a eu peut-être sur la personne que je suis devenue professionnellement aussi et dans ma vie privée, j'ai remarqué que en fait que j'avais beaucoup de pouvoir. Et le pouvoir, c'est parce que le pouvoir que les gens voient, genre tu es connu à la télé, nanana, tu as un poste de responsabilité. Le pouvoir, pour moi, c'est le fait que j'étais une personne qui impactait beaucoup et que mon avis comptait beaucoup dans mon environnement et auprès de mes amis et que pour prendre les grandes décisions, les gens se retournaient toujours vers moi. Et que cette responsabilité, je l'ai sentie comme une responsabilité en me disant, comme ils viennent me voir pour me dire, qu'est-ce que tu en penses? Je veux entreprendre, je veux faire ci, je veux faire ça. À ton avis, on m'a proposé tant. Et que quelle que soit la décision que je leur donne, le conseil que je leur donne, les gens marchent avec ça. Je me suis dit, ah, j'ai du pouvoir. Et j'ai voulu me demander d'où vient ce pouvoir que j'ai. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui a créé ce pouvoir? Puisque j'en suis consciente aussi. Et j'ai été très consciente très tôt de mon pouvoir. Et c'est ce que j'expliquais. J'ai eu beaucoup de rôles dans le divorce de mes parents. Et je savais qu'à des moments donnés, quand je dis à ma mère, lâche prise sur telle chose, et que je disais à mon père, lâche prise sur telle chose, il lâchait prise. Tant que je ne l'avais pas dit, quels que soient ceux qui parlaient dans le sujet, il ne lâchait pas prise. Donc, depuis ce temps, j'avais déjà remarqué l'impact de mon pouvoir. Et je me suis demandé d'où vient mon pouvoir. Et en réfléchissant, je me suis rendu compte que ce soit dans ma lignée paternelle comme dans ma lignée maternelle, les femmes ont toujours eu du pouvoir.
Et je me demande après, est-ce que ce pouvoir me sert? Ce pouvoir ne me servait pas. C'est vrai, il servait à la communauté, c'est-à-dire qu'il servait aux gens autour de moi, mais moi-même, il ne me servait pas. Et pourquoi ce pouvoir ne me servait pas? Et c'est là que j'ai commencé par analyser, par travailler sur mon côté. Est-ce que, oui, si c'est les femmes de ma famille qui ont le pouvoir, et j'ai toujours su que les femmes sont très puissantes à travailler sur la puissance féminine. Donc, c'est là que j'ai commencé par faire des recherches, etc. Et il faut savoir que tout individu, que ce soit un homme comme une femme, nous sommes régis par deux polarités, mais deux énergies, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et quand vous naissez dans un genre donné, c'est-à-dire que vous êtes né dans le genre féminin, mais dans le genre masculin, spontanément, l'énergie du genre prend le dessus. Mais si vous voulez être équilibré, vous devez travailler sur vos deux énergies. Par exemple, l'énergie féminine, c'est tout ce qui nous donne de la créativité, de l'empathie, c'est ce côté mère que les femmes ont, les sentiments, les émotions, elles expriment ça facilement, elles disent. Et l'énergie masculine, en fait, c'est l'énergie qui nous fait aller de l'avant, qui nous fait concrétiser les choses, qui nous fait trancher dans la matière, etc. Donc, si vous êtes une personne, que vous avez un homme, une femme, et que vous avez du mal à prendre des décisions, vous n'avancez pas, vous tournez en rond, vous avez beaucoup d'idées, mais vous n'allez pas concrétiser, c'est que vous n'avez pas assez travaillé votre énergie masculine et que vous devez le travailler. Donc, sachant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes, ils sont nés naturellement, physiquement forts, bien bâtis, plus que nous, etc. Un système patriarcal datant de je sais combien de siècles leur a fait croire que parce qu'ils ont ces atouts physiques naturels, ils devaient dominer la femme. D'accord. Donc, moi, c'est ce que j'appelle de la masculinité blessée. C'est-à-dire que la masculinité a ses avantages, comme c'est des gens qui aiment être justes. La masculinité, c'est la justice, c'est la rigueur, c'est la droiture, c'est le respect aussi. Mais on peut, ça, c'est quand c'est pur. Et c'est là pour protéger les autres espèces. Mais le patriarcat fait croire que, puisque vous avez ces atouts-là, vous pouvez l'utiliser pour brimer les autres espèces. En l'occurrence, les femmes, les animaux, etc., dominer le monde. C'est ce que moi j'appelle de la masculinité blessée. Donc, depuis le départ, cette masculinité est blessée. En fait, j'ai abordé le sujet parce que depuis environ quelques jours, je sais pas, moi je suis une grande tuteuse. J'avais vu qu'il y avait une fille, Dame Oloni, qui est basée à Londres, là, une Nigériane, qui avait lancé un tweet pour dire, de raconter des histoires des femmes quand elles disaient à leurs copains qu'elles se sont endormies alors qu'elles sont avec un autre homme. Et puis, il y a eu beaucoup de témoignages anonymes. Donc, je lisais que les gens disaient que, ouais, que c'est du féminisme, que c'est les féministes, elles veulent, etc. Donc, très souvent, quand les femmes revendiquent, et puis depuis quelque temps, les femmes sont en train de revendiquer la juste place qui est la leur. Je dis la juste place. C'est pas des droits. Pour moi, c'est déjà acquis, mais c'est une place qu'on leur a arrachée. Là, elles réclament la juste place qui est la leur. Donc, la masculinité blessée se sent menacée. Parce qu'ils se disent, si ces gens-là viennent à la table, si ces gens ont les droits, reprennent les droits qui leur sont attribués depuis lors des temps, qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que nous, on a toujours dominé, etc. Donc, c'était important pour moi de revenir sur le sujet, d'expliquer que c'est pas la montée du féminisme ou bien le fait que les femmes réclament leurs droits qui a blessé la masculinité. Parce qu'en ce moment, les hommes sont un peu perdus. C'est quoi notre place? Est-ce qu'on aura la place demain? Est-ce qu'elles vont pas nous dominer? Etc. Non. Mais je veux expliquer que la masculinité a toujours existé, mais c'est que c'est son mauvais côté qui a toujours été utilisé. Et que pour équilibrer les choses, il faut peut-être qu'on utilise le côté pur de la masculinité, qui est lui, exactement les mêmes attributs que vous vous donnez, mais dans un but de protéger, euh, de faire prospérer la famille, d'être des avant-gardistes, d'être des garde-fous pour les femmes, au lieu de les opprimer et de les brimer. Donc, c'est tout ce chemin que je fais personnellement, hein, parce que à des moments donnés, je me suis demandé quelle polarité domine chez moi, pourquoi est-ce que j'arrivais pas à aller en avant, etc., etc. Et puis ça rentre dans mon cas du fait que je vais être consulting, je suis consulting en gestion de carrière, en Mhm. fait. Parce que, Oui. tu sais, c'est, en tout cas pour Est-ce que tu moi, dirais que les femmes, elles savent qu'elles ont du pouvoir parce que, elles ne savent pas. voilà, En c'est fait, les une femmes, parce, déconnexion. Mhm. exactement. En fait, elles ne savent pas qu'elles ont du pouvoir. C'est ça le truc. Parce que je me dis, si elles réalisent qu'elles ont du pouvoir et
le type de pouvoir qu'elles ont, peut-être que la balance va être renversée. Est-ce que tu comprends? Et puis moi, mon travail, c'est d'effeuiller les femmes à leur dire, tu as du pouvoir. Mais le pouvoir que moi j'ai, lui là, c'est pas le même que tu as, Myriam. Je connais ton histoire. Tu impactes beaucoup par ton narratif, etc. Donc, c'est une autre forme de pouvoir. Et puis, moi, ça m'amène aussi à la sororité. J'explique que les femmes peuvent s'unir entre elles si chacune d'entre elles va chercher son propre pouvoir. Ce qui se passe quand on dit que les femmes ne peuvent pas travailler ensemble, c'est parce qu'elles envient le pouvoir des autres. Elles ne Oui, prennent pas le temps de chercher en elles quelle est leur forme de pouvoir, comment est-ce qu'elles peuvent impacter les autres et se dire que autant nous sommes de femmes, autant nous pouvons impacter différemment notre environnement sans forcément vouloir ressembler à l'autre. Donc, dès que tu fais ce travail d'individualisation en te disant, je ne suis pas Myriam, d'accord, Myriam a son pouvoir, mais j'ai le mien et je sais exactement où est le mien. Quel que soit ce que Myriam fait, tu ne te vas pas te sentir menacée. non, Tu vas ouais, la promouvoir et elle va mhm, te promouvoir parce que oui, vous savez que vous travaillez avec des outils différents, mais à la même cause, en fait. c'est ça, Donc, oui, c'est vraiment ça. Tu as vraiment touché à la clé de la collaboration entre femmes, c'est être connecté à soi, soi-même, trouver son propre pouvoir parce qu'on a chacun son potentiel, son don qu'on est arrivé sur Terre avec. C'est exactement, vraiment de prendre le temps de se calmer, de l'introspection, de trouver ton pouvoir, ton don et de la mener. Et puis maintenant, tu vas te joindre aux autres et puis ça va grandir. exactement, Mm. exactement. Donc, c'est pour cela que, bon, c'est pas que je parle principalement aux femmes. Je travaille aussi avec des hommes, mais j'ai l'impression que pour les femmes, il urge quand même d'expliquer certaines choses et que de leur faire réaliser qu'elles ne sont pas inférieures, elles sont juste différentes et que la différence aussi a sa force. Donc, c'est ce que je fais un peu. En fait, euh, ce que j'explique, je pense que je l'ai toujours fait depuis que je suis petite. Par exemple, pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire d'être consultante en gestion de carrière? C'est beau quand tu fais un bilan de quelqu'un vient te voir et tu fais juste un bilan de compétences à la personne. Mais parfois, tu réalises que la personne a toutes les aptitudes pour réussir, mais la personne ne réussit pas. Donc, moi, en fait, mon, mon, mon cheminement, il est haut, tout autre. C'est beau de faire le plan, le bilan professionnel de compétences, tu as tel diplôme, tu brilles dans telle matière, etc. Mais je me suis rendu compte que ce qui fait que je me différenciais des autres et pourquoi est-ce que ça réussissait quand je gérais les gens, c'est parce que moi, je fais au fond de leur histoire. Oui. Tu comprends? Ouais, Mhm. je me dis, tu peux avoir tout pour briller, mais tu vas pas briller parce que peut-être tu as des patterns qui sont reliés à ta vie, qui sont reliés à ton héritage, qui sont reliés à tes expériences, à tes traumatismes, qui vont te Oui. bloquer, qui Oui. vont faire que tu vas pas être une personne qui peut aller de l'avant parce que tu as peut-être des blessures en toi qui t'empêchent, par exemple, comment dire, euh, l'imposture. Quand tu Mhm. as des projets, tu te dis, je ne suis pas digne. L'imposture, ça vient de beaucoup de blessures aussi qu'on a Oui. au fond de soi. Oui. Les blessures de rejet, etc. Donc, Oui. moi, en fait, exactement, j'ai cette démarche-là, en dehors de dire, voilà ta carte de compétence, d'aller toucher l'histoire de la personne et de travailler sur le pattern, de travailler sur les nœuds, comme je dis, et puis défaire ces nœuds-là. Parfois, on ne parle même plus de professionnel. On Mhm. a un plan, mais dès qu'on va travailler les deux choses, le côté professionnel, ça marche, ça prend comme, oh, j'explose, etc. J'ai pas compris qu'est-ce qui Oui. s'est passé, mais il fallait juste toucher à beaucoup de choses, défaire des nœuds, Oui. restructurer la personne, lui faire prendre conscience de beaucoup de choses intérieurement, faire un travail intérieur qui va rejaillir après sur l'extérieur. Mhm. Je suis totalement d'accord. Parce que souvent, justement, on ne prend pas ce temps de l'introspection. On ajoute des diplômes, des formations, on se dit, mais Exactement. pourquoi ça coince? Pourquoi je n'avance pas? Et on se compare aux autres. Ça fait qu'on se sent encore pire dedans. On se dit, mais pourquoi je ne réussis pas? Mais en fait, chacun a son parcours. Ouais, C'est-à-dire que peut-être la vie que toi, tu as vécue, ça t'a marqué d'une certaine manière que l'autre personne, en fait, ne voit pas le monde comme toi, tu le vois. Donc, du coup, ça devient un travail personnel où tu dois aller chercher dans ton histoire où ça coince. ouais, Parce que ce syndrome d'imposteur, c'est quand on est brimé depuis petit, donc on trouve qu'on n'a exactement. pas sa place. Du coup, Oui, quand tu as les beaux diplômes,
tu arrives à la table, là-dedans, tu dis, ah, mais je devrais pas être ici. Exactement. C'est ça qu'il faut aller maintenant faire son travail. Ce Parce que, travail, oui, ouais, et c'est très nécessaire chez nous, oui, où on vit beaucoup de choses quand même, parce que bah, souvent, dans des situations de précarité, de pauvreté, on peut quand même accumuler beaucoup de difficultés. Je sais que toi, beaucoup. tu parles bien dans une de tes rooms là, de l'enfant intérieur. Exactement. Parce que tu veux bien en parler un peu parce que c'est des concepts qu'on n'entend pas parler on n'entend pas Oui, parler de ça dans la tu communauté. sais, l'enfant intérieur, c'est l'enfant que nous avons toujours été. Moi, par exemple, j'explique aux gens que les gens trouvent que j'ai beaucoup d'assurance. J'ai tellement d'assurance que dans le milieu professionnel que ça peut paraître agressif. Parfois, les gens se sentent agressés par mon assurance et puis ils ont un peu de recul. Mais c'est parce que moi, par exemple, depuis que j'étais petite, j'ai toujours vu que mes parents, euh, pour eux, je vais une fille qui va réussir. Je suis une fille qui va tellement réussir que c'est gravé dans mon enfant intérieur. Donc, quand il arrive des situations où je doute ou bien que je pense, il n'y a rien de trop grand pour moi. Il n'y a pas, professionnellement, je trouve que je peux aller jusqu'au sommet, que je peux, il n'y a rien, il n'y a aucun poste qui me fait peur. Parfois, j'ai même pas les compétences et je postule à des postes parce que je me dis intérieurement, on m'a toujours dit que je vais réussir. Et donc, c'est ça un peu l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, c'est la petite fille, la petite Luella, à qui ses parents ont toujours dit, tu vas réussir. Et quand il me regarde, c'est avec un regard de, notre fille va réussir. Donc, cet enfant intérieur, c'était cet enfant que nous avons été. Donc, s'il a été brimé, opprimé, ça se ressent dans notre vie d'adulte. Quand elle était adulée, choyée, ça se ressent aussi dans notre vie d'adulte. Quand elle était opprimée, par exemple, comme tu le dis, tu vas avoir cumulé diplôme sur diplôme et quand tu vas arriver le moment peut-être postuler, tu vas te dire intérieurement, de toute manière, on m'a toujours dit que je vaux rien, que je vais pas réussir. De tout ça ne sert à rien que je postule. Alors que tu as toutes les compétences pour pouvoir demander cette promotion-là. Et tu es là, tu as accumulé, tu connais bien le terrain professionnel, tu es la personne même qu'il faut pour ce poste. Mais parce que intérieurement, quand tu étais enfant, on t'a toujours dit que tu vas pas réussir, que tu ne vaux rien. Dès que tu arrives à ce moment-là, ce syndrome, il remonte. Tu Oui, entends l'enfant tout, qui est en toi te dit, tu ne réussiras pas. Donc oui. pour moi, faire parler son enfant intérieur, guérir son enfant intérieur, c'est très important. C'est-à-dire que quand ces choses-là arrivent, qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu te retournes dans l'enfance et que tu te dises, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on me dise dans cette situation-là? J'aurais aimé qu'on me dise, Luella, tu es la meilleure. Mhm. Luella, tu vas réussir. Et qu'est-ce que je fais? Je me répète ça, je soigne mon enfant intérieur. Donc, il faut soigner son enfant intérieur. On n'a pas besoin d'aller ailleurs, d'aller rencontrer des gens pour soigner son enfant intérieur. Toutes les situations, tout ce que vous avez vécu en tant qu'enfant, que vous avez emmagasiné de façon négative et qui remontent, qui sont des blessures qui remontent, vous pouvez les soigner une à une. À un moment donné, asseyez-vous quelque part, reconnectez-vous à l'enfant que vous avez été et dites-vous des mots d'amour. Mhm. Ayez de l'autocompassion pour vous. Oui. Soyez tolérant. Soyez cet adulte de cet enfant mais un adulte bienveillant. Donc, Mhm. c'est-à-dire que vous redevenez l'adulte qui a brimé l'enfant et vous lui parlez de façon bienveillante. Vous lui dites, écoute, tu peux y aller, tu es la meilleure, tu Mhm. mérites d'avoir des parents qui restent Mhm. ensemble. Tu ne méritais pas d'avoir des parents qui divorcent. Donc, Mhm. le divorce, c'est pas une fatalité, c'est une Mhm. situation, etc. Et en soignant cet enfant que tu es, en soignant les blessures que tu as, ça peut te permettre dans ta vie d'adulte de faire des bons en avant. Donc, Oui. je dirais pas que on guérit totalement de son enfant intérieur. Mhm. Non. Mais prendre conscience qu'il existe, qu'il a Oui, été déjà. blessé, Mhm. qu'il a mal et qu'il faut le soigner, pour moi, c'est une démarche qui doit être continuelle et qui doit nous réconforter. C'est comme un outil qu'on se donne quand même pour sortir de certaines situations psychologiques et traumatisantes. Oui. Oui, je suis d'accord aussi avec toi là, parce que quand on n'a pas soigné son enfant intérieur, en fait, il peut venir diriger notre vie. Et là, Exactement, on va d'adulte. mener le chaos. Exactement. On va dans un sens, dans l'autre. On comprend même pas pourquoi on fait Pourquoi certaines on fait des choses. choix? Exactement. On comprend même pas la logique. On vient même Oui, nous demander, mais pourquoi tu as fait ce choix? Tu peux pas expliquer. oui, C'est cet enfant intérieur blessé là.
qui est en train de mener ta vie parce que c'est l'âge émotionnel où on est resté coincé. Ça peut être 7 ans, 12 ans, et c'est ça qui vient. Et tant qu'on ne fait pas ce travail de se reconnecter et de soigner, ça, Ça on marche pas. continue à, on prend des décisions. Et il y a beaucoup de personnes comme ça, même, Exactement, j'en connais plein. oui, oui, même dans l'entourage, on dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as laissé tes enfants là? Je sais Non, pas, je sais pas. je sais Je pas. sais. Je sais. C'est ça. Mais Myriam, il y a aussi quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui sont pas prêts aussi à soigner leur enfant intérieur. Parce que Oui, pour moi, là, ça fait c'est peur, comme, hein? oui, la peur, et non seulement ça, c'est comme euh, un argument aussi pour ne pas prendre ses responsabilités d'adulte. Le fait de dire, je sais pas pourquoi je l'ai fait de toute manière comme ça, c'est parce qu'on a peut-être peur aussi de devenir adulte et de prendre ses Mhm, responsabilités réellement, de dire maintenant ça va, ou bien je mhm, prends telle décision, je mène ma vie comme il faut. Donc, mhm, ils préfèrent vivre dans ce passé d'enfant intérieur et laisser l'enfant intérieur faire un grand désordre dans leur vie d'adulte. mhm. Est-ce que tu comprends? Je Oui, connais, hein, j'ai un cas là, et puis je sais que c'est son enfant intérieur qui est en train de le malmener, qui lui fait prendre des décisions, des choix qui ne sont pas corrects. On en a mhm, parlé, mais cette personne n'est pas prête à oui. accepter qu'il faut qu'elle soigne son enfant intérieur. Donc, Mhm. je peux Bien rien sûr, faire, en fait. reconnecter, ça fait peur. Moi, j'ai Oui, déjà essayé de me reconnecter à mon enfant intérieur, qui est un enfant blessé, qui a peur, qui se dit, est-ce que je peux lui faire confiance? Et c'est avec, en rassurant beaucoup mon enfant intérieur que gentiment, petit à petit, la confiance s'installe. Et c'est vrai, il y a des choses qui remontent. Quand ça remonte maintenant, c'est je dur. passe sur mon enfant intérieur, je dis, ça va, c'est pas comme dans le passé. On peut Exactement. gérer ensemble. Ça va Oui. aller cette fois. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et du coup, bah justement, quand les sentiments là montent, tu vas pas aller crier sur des gens, attaquer par-ci, parce que tu comprends ce qui t'arrive, n'est-ce pas? Exactement. Oui, oui, Tu oui, sors tu pas le sais. bazooka, tu vas pas attaquer tout le monde. Après, Exactement. maintenant, tu viens t'asseoir. On te dit, pourquoi tu Exactement. as fait ça? Toi-même, tu sais pas. Exactement, exactement. Moi, je le vis tous les jours, hein. J'ai un pattern qui me remonte. Je sais pas demander de l'aide. Et puis, Mhm, c'est tout ça, c'est relié à cette période difficile que j'ai vécue. Et puis, je suis agressive parfois quand on me propose de l'aide. C'est comme si on blessait mon orgueil, c'est comme si on me rabaissait. Et puis, des gens se sont dit, mais on veut juste t'aider. Et c'est là, je rentre en moi-même, je me dis, c'est fini. L'enfant qui a été abandonné, l'enfant dont les parents sont empêtrés dans un divorce difficile et puis tout le monde a les effets. L'enfant là n'existe plus. Accepte maintenant que les gens peuvent t'aider, que les gens sont là de façon bienveillante avec toi. Quand je réagis mal, je retourne après, je dis excuse-moi, tu sais, je n'ai pas le droit de réagir comme ça, je comprends ton intention, mais j'ai quelque chose à travailler en moi, donc permets-moi quand même de le travailler, de prendre le temps et de revenir en fait. Voilà. mhm. C'est très beau ce que tu dis là. Et c'est souvent aussi le lot de l'enfant aîné dans nos familles où on est surresponsabilisé et on a ce rôle où on donne, on donne, on donne, on sait s'occuper Exactement. des autres, mais on ne sait pas, on ne sait pas dire que ça ne va pas, j'ai besoin d'aide, Exactement. et on ne sait pas recevoir de l'aide. Non, On ne sait pas. on ne sait pas Et recevoir. oui, on ne sait pas recevoir de l'aide et Exactement. ni demander. Je dis Ni ce qui demander. ni Oui, demander de l'aide. oui, Que là, en fait, est-ce que tu peux m'aider parce que là, je suis débordée, j'ai oui, trop de choses oui. à Et faire. puis, faire ça, c'est comme si on s'humiliait. Oui, C'est comme si on n'est pas à la hauteur. oui, oui, oui. Et notre ego est blessé. Mhm. Oui. Alors que il faut qu'on voit ça. Alors que quand les gens ont besoin d'aide, ah, Ils nous, on viennent spontanément vers toi. oui, soit Tu on as une court, ils référence. viennent, et puis on est Oui. là, oui, Et puis, bien sûr, tu donnes, tu donnes. oui, tu donnes Ouais. et tout. Donc, c'est moi aussi, c'est quelque chose, je travaille dessus, hein. Oui, je parlais avec une amie hier, je lui disais, même des fois, quand je pense à des choses que je veux faire, je suis, oh mon Dieu, j'ai pas assez de temps. Et je me dis, mais Myriam, tu n'es pas toute seule. Il y a ton mari. Parle, explique-lui tout ce que tu veux faire, puis tu lui délègues la moitié. Exactement. Tu n'es pas Ouais, toute c'est ça. seule. Mais je C'est dois ça. me dire ça pour, Chaque fois. voilà. Ouais. Parce que dans le cerveau, c'est pas Spontané. imprégné. Voilà. Exactement. C'est des années à tout se débrouiller toute seule, à tout Seul. faire Ouais, toute exactement. seule. Et du coup, dans le cerveau, ça ne vient pas tout seul. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans ce cas-là. Donc, Exactement. mm. Alors,
là, on va bientôt terminer la conversation. Oui. Quel message aurais-tu pour les femmes surtout et les hommes qui nous écoutent euh, pour surmonter leur passé et justement vivre un présent et un futur meilleur? Ok. Je sais qu'il y a un proverbe chez moi qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Hmm. D'accord? Et Mhm. j'ai l'habitude de décrire ma vie comme un sentier sinueux. C'est-à-dire que vous allez vouloir peut-être aller à un point A et on va vous faire passer par toutes les lettres de l'alphabet avant que vous n'arriviez au point A. Mais il faut savoir que c'est tout un cheminement en fait et que tout ce que nous vivons, ça doit être des apprentissages. Que ça soit douloureux ou pas, il faudrait qu'on se demande juste où est la leçon et tirer le bon de l'ivraie et juste avancer. Parce que si je vais rester peut-être sur mon passé, mon adolescence, etc., je vais être une personne amère, je vais dire que je ne veux pas avoir confiance aux hommes, que je ne veux pas si. Mais quelles que soient les erreurs que mes parents ont commises, j'ai reconnu que c'était un mari formidable, mon père, que c'était un bon père, que c'est quelqu'un qui a construit la femme que je suis devenue. Donc, il faut essayer juste de prendre le bon côté des choses et de dire qu'est-ce que je tire comme leçon dans cette situation, comment ça va me servir plus tard. Et aussi se baser là-dessus pour construire le présent. Mais jamais oublier de se remettre en question, de se Mhm. remettre continuellement en question parce qu'on est perpétuellement en construction. Donc, on ne finit jamais de se construire, on n'est pas parfait, on est toujours perfectible. Moi, avec Clubhouse, j'ai rencontré beaucoup de gens, j'ai écouté beaucoup de choses qui m'ont fait prendre conscience que j'avais telle chose, que telle chose qui se passait, c'était à cause de ça, Mhm. etc. Donc, c'est un plus. Quoique tout le monde disait que, ah, j'étais bien, j'étais au top, je suis multipotentielle, j'étais intelligente, non, non. J'ai beaucoup appris ces derniers mois aussi. Donc, c'est Mhm. pour vous dire que c'est jamais terminé. On rencontre des personnes formidables, en tout cas, tout ce que vous voulez, quand vous désirez fortement une chose, le chemin s'ouvre que vous allez vers cette chose-là et vont rencontrer les personnes qui vont vous aider à aller vers ces choses-là. Nous avons tout en nous, tout est au fond de nous et donnons-nous juste le temps d'aller faire de l'introspection, d'aller chercher les outils, les richesses que nous possédons pour pouvoir avancer dans notre cheminement personnel. Voilà ce que j'avais Mhm. à dire. Wow, merci Luella. Merci pour cette belle conversation. Merci Myriam. Oui, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, très bientôt, merci, oui.